Start, ça, start. Attention, Ah bah non. Attention. Ah bah non. Ça c'est vraiment... Pardon. Chut, s'il vous plaît, silence. Moteur demandé. Ça tourne. Ça tourne. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont frais comme des gardons, ils sont les yeux pétillants d'intelligence et de souvenirs et de connaissances technologiques. Salut François Sorel tout d'abord. Salut Jérôme. Mais quelle belle présentation. Salut Jérôme. C'est Salut pas mal. Bruno. Salut Et Bruno François. Guglielminetti à Montréal que l'on retrouve du podcast Mon Carnet. Ça va Salut mon petit Jérôme. Bruno? Ouais, ça va bien. Merci à tous les deux d'être là comme chaque mois dans le grand débrief de Monde Numérique. Alors pour ceux qui nous regardent en vidéo, eh bien vous le voyez, on a de bonnes mines hein, quand même, on a la pêche. Ça va. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast classique, bien comme il faut, eh bien écoutez, on va essayer pendant une petite heure de passer en revue les moments forts de l'actu tech du mois de septembre à notre sauce. Et c'est pas l'actu qui manque, puisqu'il y a du nouvel iPhone, il y a des smartphones pliants dans tous les sens, il y a de l'intelligence artificielle, ça ne surprendra personne, et puis voilà plein d'autres choses, je ne sais plus ce que j'ai noté sur ma liste, mais enfin, et puis ce qui nous passera par la tête, ça vous va les amis? C'est dangereux Ah oui. ça, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est dangereux. Hein. Ce qui nous passe par la tête parfois, c'est pas joli. Allez, c'est parti. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom, cybersécurité, spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. Alors FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux, sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public. Leur credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, direction le site web freepro.com. Bon Bruno, toi tu es à Montréal, nous sommes à Paris. Et on doit te faire un aveu, là, en fait. On a l'air chacun dans notre petite case, notre petite bulle. Un secret, en fait, on est sous le même toit. Ouais, c'est sur les mêmes décors. Ouais. Tiens, attends, je vais faire un truc pour Quelle ceux qui nous arnaque. regardent en vidéo. Mais où est-ce qu'il va Je ne Bruno sais pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive en plein podcast comme ça, il s'en va? Je suis désolé. Alors que c'est lui le maître de cérémonie en plus. Ah ben... Je comprends rien. Salut! Mais de qui s'agit-il? C'est Jérôme. Je sais pas. Ben oui, mais tu sais quoi, alors on va tout vous raconter. Avec Jérôme, on a déjeuné ensemble, ok? Et on est chez moi, là. Lui, il est dans le salon, moi je suis dans une chambre. Non, c'est pas Et, vrai, c'est le métaverse. On fait le podcast. Voilà. J'ai l'impression de vous retrouver à une certaine époque Eh quand oui. vous aviez comme ça enregistré après avoir mangé. Où on pensait Ouais, c'est vrai. passer la moitié de Ouais. notre vie ensemble, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et voilà, on passe moins de C'était temps le beau ensemble. temps. Aujourd'hui, Mais, on est obligé de prendre Jérôme- rendez-vous pour déjeuner ensemble, tu vois. Jérôme, rassure-moi, Oui. tu me feras pas le coup d'apparaître comme ça dans mon décor. Bruno, j'arrive! Moi aussi, je serais pas capable. Ça, ce serait drôle. Ça serait Franchement, trop. ce serait drôle. Ouais. Mais moi, je vais voir bientôt Bruno, en plus. Ah oui, c'est Et vrai. je En me vrai. réjouis de le voir. Ouais. Voilà. C'est vrai? Mais on Ah aura ouais. l'occasion d'en reparler. Ouais, on en reparlera dans le grand débrief du mois d'octobre. Ah. C'est ça, exactement. Tu- Et, tu- on en parle. tu- Et mon petit doigt me dit qu'on en parlera dans Monde Numérique, et dans Tech Co, et dans ton carnet. Ah, aussi. il y a des chances, il y a des chances. voilà. C'est génial. Mais- Bon, alors, on va pas en dire plus. Non. Chut. Non. Bon, les amis, le grand débrief, donc, vous savez qu'on en est, je sais plus, au 9e ou 10e épisode, et c'est donc, c'est un rendez-vous qui s'est installé. On a plein de retours, on a plein de commentaires. Malgré nos bêtises, on a des gens qui nous écoutent, parfois jusqu'à la fin, Waouh. puisque la Du promesse, courage. c'est d'être à la fois sérieux et pas sérieux, exactement comme vous dans la vraie vie, quoi, en fait. Pas moi, hein, puisque moi je suis sérieux tout Non, le temps. non. hein. D'ailleurs, j'ai mis la veste aujourd'hui, vous avez vu? Oui, c'est vrai, tu es très beau. Je suis pas sûr À de la garder. différence que dire nous, tout on le l'a long. enlevé. On dirait moi dans Tech Co, tu sais. Oui, c'est le monde à l'envers. C'est ça. vrai, c'est rigolo. C'est beau. Septembre, c'est un mois d'iPhone traditionnellement. Eh Donc ça y est, on a eu,
on a l'iPhone livraison 2024, l'iPhone 16, et tu l'as déjà entre les mains, François? Oui, le 16 Pro Max. Alors toi, tu l'as aussi. Sauf que moi, j'ai eu le temps moi, il est dans sa boîte, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Moi, j'ai eu le temps de le configurer. Alors, comme ça, il a l'air rose, mais en fait, c'est la couleur sable, qui est plutôt jolie d'ailleurs. Bon, voilà, l'apparence est toujours la même. L'écran est un petit peu plus grand que le précédent. Les bords sont un petit peu plus fins. Ça pose un problème d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et puis après, bon, voilà, c'est de l'iPhone dans toute sa puissance et sa splendeur, hein. iOS toujours aussi efficace. Bien sûr, ce nouveau petit bouton que vous voyez là, qui est sur le côté, voilà, on le voit bien. Emprunté de Sony, d'ailleurs. Alors qu'il n'est pas un bouton, hein, nous explique le monsieur non, tout à fait. qui fait le brief. Ils appellent ça, je ne sais pas quoi, une zone tactile. Oui, c'est un déclencheur. Voilà, c'est ça. Attends, mais c'est un truc de luxe. Il y a du saphir et du diamant dedans. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Regardez, j'appuie, hop, et là, ça lance l'appareil photo automatiquement. Ouais, voilà. Et après, évidemment, suivant la pression et suivant le geste qu'on fait sur le bouton, ça active d'autres fonctionnalités. C'est ça qui est fort. En fait, c'est un bouton très intelligent. Il faut prendre le coup, hein, j'avoue. C'est pas forcément évident à manipuler, mais voilà. Après le reste, rien. Pas grand-chose qui change par rapport au précédent, hein, Jérôme. L'appareil photo, bloc appareil photo, oui, c'est un peu mieux parce que là, on peut maintenant filmer en 4K 120 Hz, donc 120 images par seconde, ça commence à être beaucoup. Et ça permet de faire des ralentis qui sont assez impressionnants, des ralentis professionnels qu'on trouve dans les clips vidéo, mais qui s'amusent à faire des ralentis professionnels au quotidien. C'est ça la question. En même temps, ça c'est l'iPhone Pro et je trouve que quand même au fil des années c'est un mot qui a pris son sens, c'est-à-dire que bien sûr. Il a des fonctionnalités réservées aux pros. On va dire à des gens des amateurs éclairés, on va dire. Ouais, mais même sans être Claude Lelouch, tu vois. Un outil de production. Tous les producteurs de contenu, tous les créateurs de contenu, comme on dit, tournent à l'iPhone aujourd'hui. De plus en plus et avec des résultats qui sont incroyables, hein, quand même. Oui. Il y a plein de films qui sont en tournage d'ailleurs avec l'iPhone. Oui, Bruno. Non, mais je veux dire, mais quand même, moi, le problème que j'ai avec, c'est le grand absent. C'est-à-dire que pour nous, les francophones, et donc ne le prenez pas personnel, c'est le fait que Apple Intelligence, il n'est pas là. Il va falloir attendre l'an prochain. Et Exactement. ça, c'est dommage. Exactement. Parce qu'on nous a vanté cet appareil-là comme étant la nouvelle révolution. Nous, on en a même parlé comme ça, puis finalement, ça fait comme patapouf ou patapois ou il n'y a rien. Alors que il est taillé pour Apple Intelligence. Exactement. Et c'est ça que je trouve triste. Il a la puissance nécessaire pour faire fonctionner les outils d'intelligence en local, etc. Mais on a le moteur, mais on n'a pas l'essence, quoi, en fait. Et c'est pour ça que moi, ce que je recommande aux gens qui m'écoutent, qui prennent le temps de le faire, c'est d'attendre avec l'iPhone 17. Parce que là, nous, au niveau des francophones, les anglophones, c'est une autre question. Mais au niveau des francophones, moi, j'ai attendu avec le 17, parce que là, on aura eu le temps. Les ingénieurs d'Apple et les développeurs des applications auront eu le temps de manier avec l'iPhone 16. Et puis, c'est un peu comme dans l'évolution des consoles. Hein. Les jeux, quand la PS5 est sortie et les jeux aujourd'hui, on a maximisé la connaissance de la machine. Les jeux, le rendu est formidable. C'est la même chose pour le téléphone et je me dis, si vous avez de l'argent à investir, mettez-le à la banque ou achetez-vous autre chose, mais attendez pour le 17 et là, ça va vraiment valoir la peine. À noter que l'iPhone 15 Pro Max qui est sorti l'année dernière sera compatible aussi avec Apple Intelligence. Ouais. Oui, donc mais ça c'est bien, tous ceux qui ont dépensé beaucoup d'argent l'année dernière pourront bénéficier de la mise à jour quand elle aura lieu et c'est vrai que tu as raison, la question c'est quand on aura cette mise à jour. Elle arrive dans un mois pour certaines. En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment plusieurs wagons de mise à jour d'iOS 18 qui vont petit à petit apporter. 18.1, 0.3, 0.4. Voilà, et ça va être étalé au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine. Jusqu'à avril-mai. Et la grande inconnue, tu disais, quand est-ce que ces fonctionnalités arriveront en France, en Europe et
pour les francophones. C'est dans C'est toute la question. Et ça devient un vrai problème, parce que Apple, mais aussi Meta, je ne sais pas si Google aussi a retardé certaines fonctionnalités, ChatGPT, OpenAI qui commence aussi à freiner sur des trucs. Enfin, alors ça, c'est plus le problème de la francophonie, c'est le problème de l'Europe. Les problèmes de réglementation, les contraintes, on ne sait pas trop ce qui se joue en arrière-plan. Est-ce que véritablement ces boîtes sont inquiètes? Est-ce qu'elles risquent d'être embêtées ou elles essayent de faire un chantage, de faire du forcing auprès des législateurs européens pour éventuellement les faire fléchir, etc. Mais en tout cas, on va en payer les pots cassés quoi, de cette histoire-là. Et tu sais, Jérôme, par rapport à ça, plus le temps passe et plus je me dis qu'à quelque part, ça fait l'affaire de ces géants-là. Parce que eux, pendant ce temps-là, ils développent des applications, ils balancent aux États-Unis, au Canada, dans certains cas. Ils le testent aux États-Unis et au exactement. Canada. Non, mais exactement. C'est exactement ça. Et il y a aussi une forte demande sur leur système, hein. Tout se passe pas sur l'appareil, là. Donc les serveurs, tout l'équipement. Alors j'ai l'impression que ça fait aussi leur affaire de pouvoir roder et puis après de le balancer sur le marché européen, qui est un gros marché, qui est un marché qui demande énormément. Et donc, quand vous l'avez, ça fonctionne très bien. C'est intéressant ce que tu disais, Bruno. Ça veut dire que toi, tu auras toutes ces fonctionnalités d'Apple Intelligence en même temps que nous, alors que tu es sur le continent américain? Si je le fais en français, si j'utilise le téléphone en anglais, je l'aurai avec les Américains. OK, d'accord. Ouais. De là, la dualité culturelle, une fois de plus, sur notre territoire. Voilà. Mais bon. Et toi, de toute façon, par idéologie, par conviction, pardon, c'est le français, sinon rien. Bien sûr. Tu parles des Français en général ou du français au Québec? Je parle des Québécois. OK. Vous nous faites en permanence avec tous les mots que vous inventez pour pas dire des mots américains, là. Oui. Tu peux être sûr que je vais garder... Non, mais sérieusement, ce que je fais, c'est qu'un appareil qui roule en anglais et l'autre en français. Parce qu'on n'a jamais les mêmes choses. Donc, c'est l'enfer. Hein? Ma blonde rit de moi, là. Mais c'est un iPhone en anglais, un iPhone en français, puis un Android en français, l'autre en anglais. Et ça fait 4 appareils. Et mais tout ça permet est doublé comme ça chez toi? Tu as une femme en français, une femme en anglais? Sauf mon amoureuse. Ah, d'accord. T'en as qu'une. Oui. Mais elle parle français, anglais, arabe. Elle parle français. Ah oui, ça c'est bien. Ça permet d'avoir quand même une manière de t'exprimer. Exactement. François, tu parlais du problème de l'écran, parce que c'est un truc qui a été évoqué, et effectivement, dès qu'on le sort de la boîte, c'est un problème qu'on touche du doigt. C'est exactement ça. Beau. C'est beau, hein. Ouais. Et c'est vrai parce que, regardez bien, alors on voit pas trop là, mais c'est vrai que les bordures de l'écran sont très 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 fines. Et je disais tout à l'heure, l'écran est un petit peu plus grand. Au 15 Pro Max. Voilà. Et le problème de ces bordures ultra fines, il est tout simple, c'est que quand vous tenez le téléphone, parfois votre pouce ou votre index déborde et touche l'écran. Et en touchant l'écran, ça paralyse en fait le tactile sur tout l'écran. Oh. Parce que, ce qui est normal, dès que vous touchez un écran tactile avec un doigt, en fait, avec votre autre doigt, vous ne pouvez plus rien faire. Puisque, en fait, l'écran tactile a repéré qu'il y avait une zone qui était touchée. Et bien là, c'est pareil. Sauf que vous ne vous en rendez pas compte. L'écran est tellement fin, en fait, aux bordures que simplement en le tenant, typiquement, regardez, je ne sais pas si je peux vous montrer là, typiquement avec mon pouce, je le tiens. Mais en le tenant comme ça, de manière très très fine, ça paralyse l'écran. Alors pas toujours. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais je me suis surpris hier à me dire mais qu'est-ce qu'il a? Il bug déjà. Je n'arrivais pas à scroller par exemple Insta, simplement parce que mes doigts étaient mal positionnés. Donc en fait, tu vois, sans avoir les doigts et la pulpe du doigt qui touche l'écran. Parce que regardez, c'est très simple. Il suffit d'avoir avec le doigt de le tenir pour toucher l'écran. Et là, c'est fini. Mais François, parce que tu me fais penser, TCL, là j'ai un TCL ici là, qui n'est pas allumé, mais ils ont il y en a d'autres fabricants aussi qui l'avaient avec l'écran arrondi. Le Edge de Samsung. Enfin, maintenant, c'est les Galaxy Edge, etc. Mais c'est ça. Mais donc, eux, ils ont appris à faire et à reconnaître que les doigts étaient là pour soutenir l'appareil et non pas pour commenter à pionnetter dessus. Il va falloir qu'Apple fasse ses classes. Je pense qu'ils vont faire une mise à jour, hein, parce que c'est évidemment, ça se règle avec une mise à jour. C'est remonté. Il y a plein de gens, évidemment, comme moi, qui ont vécu ce problème-là. Et je pense qu'Apple doit tabler sur une mise à jour. Et peut-être que
Jérôme, au moment où tu publieras ce podcast, peut-être qu'il y aura déjà eu la mise à jour, en fait. En effet, ouais, tout à fait. Moi, il y a un truc aussi. Moi, il y a un truc qui me fait assez rigoler par rapport à tout ça, c'est que ces téléphones donc sont neufs, mais ils ont dû être testés par des milliers de mains, par des centaines de personnes, en fait. Il y en a pas un qui s'est dit. Putain, mais regardez quand même. Vous avez vu quand on touche le téléphone sur le côté, ça bloque le tactile. C'est bizarre quand même. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est Apple, c'est pas, tu vois, une marque exotique qui sort un téléphone que personne va acheter. Ils savent qu'ils vont en fabriquer des centaines de millions et qu'il y a des utilisateurs qui vont arriver tout de suite, quoi. Ça me fascine. Je me dis, mais comment peuvent-ils arriver à un tel degré de j'allais pas dire d'incompétence, parce que c'est un détail, mais malgré tout, c'est bizarre, quoi. Soyons nostalgiques, si Steve Jobs était là, ce serait jamais arrivé. Oui, bon, après, il a eu pas mal de il a eu des galères, Steve Jobs. Rappelle-toi le téléphone, l'antenna gate, le téléphone qu'on pouvait casser, plier, ça avait fait toute une pagaille, ça. Hein. Ouais, mais ça, quand même. Justement, rappelez-vous, c'était aussi une époque où, au moment où il faisait des présentations sur scène, les produits n'étaient pas finalisés. Donc tu dis, ils auraient dû le tester, s'en rendre compte et tout. À mon avis, c'est pas sûr qu'ils aient des palanquets de produits finis avec les dernières versions de logiciels très longtemps avant la sortie et l'envoi dans les pays, etc. Si c'est le cas, c'est un problème. Bah oui, mais tu sais, ils essaient d'être. Enfin, je sais pas, je suis pas dans la supply chain d'Apple, mais non, mais il y a forcément une raison. Des délais qui doivent être chauds. Il y a forcément une raison, mais c'est étonnant. Ouais. Moi, il y a un truc quand même. Après, on parlera d'autre chose, mais toujours à propos de cet iPhone 16, il y a un truc que je trouve assez intéressant, que j'ai hâte de tester, parce que quand même, ils ont amélioré. C'est des petites améliorations, mais ils ont encore amélioré visiblement la captation sonore. De deux manières. D'abord avec des algorithmes, avec de l'intelligence artificielle qui fait que quand tu prends des vidéos par exemple et qu'il y a du vent, on sait que s'il y a du vent en général ça fait des trucs horribles, ça fait c'est atroce. Et ben là, en tout cas sur les démos, ils arrivent à avoir des résultats incroyables où on arrive à isoler les voix, ou même quand il n'y a pas de vent, mais simplement par exemple tu filmes deux personnes dans un restaurant où tu as du bruit et tu filmes les personnes assez loin, l'IA est capable de focuser sur les personnes pour ressortir uniquement leur voix et éliminer les autres voix. Ouais. Ça marche pour la vidéo, mais ce que m'a expliqué Apple, parce que j'étais pas plus tard que ce matin avec des gens d'Apple, c'est que il y avait aussi une amélioration matérielle et ils ont mis des nouveaux micros, ils ont augmenté le nombre de micros, me semble-t-il. Il y a 4 micros. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a 4 micros qui sont top qualité, donc même pour la prise de son classique, ce qu'on fait nous assez régulièrement, Bruno, toi, moi, etc. On atteint un niveau de qualité étonnant. Et le truc, alors c'est vrai que nous, en plus, avec Jérôme, on adore le son, et c'est vrai que cette partie-là, moi, il y a beaucoup de choses intéressantes. Ça capte le son en Dolby Atmos, c'est quand même incroyable. Ouais. Avec 4 micros, ils arrivent à faire du son spatial qui est restitué en Dolby Atmos si tu le mets sur un équipement compatible, ça c'est dingue. Il y a une autre fonctionnalité qui est assez intéressante pour nous aussi, c'est la fonction vidéo avec le son studio. Ils ont dû te le montrer aussi, je pense. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Et ça transforme le son des intervenants avec des basses. T'as l'impression qu'ils ont tous un super micro de podcasteur. Voilà. Ouais, c'est dingue. Comme nous, là, comme si on avec de la présence et tout, alors qu'ils sont à 3-4 mètres, quoi. Mais je pense que c'est ça. Dans le montage, tu as 3 types de sons que tu peux donner à une vidéo. Tout à fait. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu le fais après coup. Oui. C'est ça qui est top. C'est que tu as une piste sonore et tu la modifies comme tu veux à l'envie. Ah non, ça, c'est pas mal. C'est comme l'amélioration qu'il y a pour les photos, qui existe aussi où il y a des choses nouvelles intéressantes, mais c'est la même chose pour le son, en fait. Tu peux retoucher après coup. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on découvre souvent après la keynote, après les présentations, et qui sont quand même assez intéressantes. Non, c'est clair, c'est clair. Alors il y a un autre smartphone qui est sorti ce mois-ci, qui a fait beaucoup de buzz. C'est ce bijou, cet incroyable produit. Cette pièce d'art. Cette pièce d'art tout à fait signée Huawei, qui est donc un smartphone pliant en 3 morceaux. Hein, vous l'avez vu un accordéon produit, finalement. Comment il s'appelle? Le Mate XP. XT. Ouais, XT. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, si on a les moyens, je pense que ça peut être assez intéressant. Mais là, on est rendu avec une taille qui ressemble à une tablette. Hein. Je pense que c'est quelque chose comme on a 10 pouces, je crois. Plus de 10 pouces, mais c'est ça. Mais ça coûte... C'est la taille d'un iPad normal, en fait. Exactement. Déplié. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand tu le déplies, il a un format qui digère mieux la vidéo, si tu veux. Il a un ratio d'écran qui fait que tu peux te regarder des vidéos sans avoir d'énormes bordures noires, ce qui est souvent le cas avec les Fold, parce que les Fold, quand ils s'ouvrent, ils sont quasi carrés, et tu te retrouves avec des grosses bandes noires, donc tu perds en optimisation vidéo. C'est le format 4.3 de la bonne vieille télévision d'avant. Hein. Tout à fait. Alors que celui-ci, quand tu le déplies, il est sans doute moins large que long. Et donc, tu te retrouves avec des vidéos qui sont mieux optimisées. Et en fait, l'écran est plus optimisé pour les Netflix, les YouTube, etc. Et c'est plutôt pas mal. Non, c'est vraiment un produit, au-delà du fait que ça coûte une fortune, 2500 €, qui ne sera pas disponible en France, que de toute façon, même s'il était disponible en France, personne ne l'achèterait parce qu'il n'a pas les services Google, donc c'est éliminatoire. Mais malgré tout, ça montre quand même la puissance d'innovation de Huawei, et notamment donc de la Chine, avec un produit qui est révolutionnaire. Voilà. On dira... Ce sont les Chinois qui ont fait le premier téléphone pliant en 3 parties. Ouais, voilà, ça ne sera pas Samsung. Alors Apple, n'en parlons même pas. Hein. Alors tu as vu, il y a un brevet. Ils ont déposé un brevet pour un smartphone pliant. Mais Apple dépose des brevets. Exactement. Comme toi, tu vas mettre des sous dans un parc-mètre, tu vois, c'est ça le problème. Je mets plus de sous dans un parc-mètre, j'ai un véhicule électrique et on ne paye pas à Paris, mon ami. Oh là là là. C'est vrai, ça. C'est très bien parce que toi aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais donc, oui, c'est intéressant de voir que Huawei, malgré tous les obstacles que cette boîte a eu depuis des années, malgré la punition qu'ils ont subie de la part des États-Unis avec l'impossibilité d'avoir les puces de dernière génération, ils peuvent pas graver en moins de 7 nanomètres. Voilà, ils sont en autarcie technologique, tout à fait. Quasiment. Et ils arrivent à faire des trucs que les Occidentaux n'arrivent pas à faire. Et ça, franchement, chapeau bas. Et c'est que le début. C'est que le début. Maintenant, en termes d'usage, alors oui, on l'a dit, tu le déplies, tu as quasiment une tablette, donc ça te permet d'avoir une tablette que tu ranges dans ta poche. Est-ce que ça pourrait même être plus intéressant que les pliants actuels qui ne s'ouvrent qu'en 2 parties ? Écoute, moi je n'ai pas eu l'occasion de le voir, Bruno. Je ne sais pas si toi tu l'as eu, mais j'aimerais bien voir l'épaisseur du produit plié. Ça aussi, apparemment, c'est quand même une prouesse. Hein. Il est assez fin. Il paraît que c'est une sacrée prouesse. Mais tu vois, s'il tient dans la poche, qu'il n'est pas trop lourd, à mon avis, il doit peser quand même son poids, le bestiau. Mais c'est la première génération. Peut-être que petit à petit, ils arriveront à réduire l'épaisseur et réduire le poids. Mais si c'est finalement un petit peu plus épais qu'un téléphone normal, et que, en plus de ça, en le dépliant, tu te retrouves avec un giga écran avec lequel tu peux te divertir et travailler, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À voir, à tester. C'est drôle. Je t'écoute, François, puis j'ai l'impression qu'on est dans une étape vers... Tu sais, ça fait des années qu'on voit dans les salons, puis il y a même... C'est ça, si vous avez fait le tour des manufacturiers d'écran, là, on voit un jour, il y aura cette feuille qui nous permettra d'accéder à toute l'information. On est un peu en route vers ça. Hein. Puis ça, j'ai l'impression que cet appareil-là, le XT de Huawei, c'est une étape vers là. Je trouve ça bien que ça soit sur le marché. Tant mieux, c'est un beau coup de gueule de la part de Huawei de l'avoir fait, parce qu'ils sont vraiment ostracisés par le reste de la planète. Et puis, tant mieux. Et c'est là, donc, pour les gens qui veulent débourser cette fortune-là. Ouais, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... et qui sont chinois, parce que ça nous concerne pas. Ils ont sorti ça le lendemain de l'annonce de l'iPhone, tu vois. Oui, en plus, ça, c'était drôle. Et là, tu te rends compte quand même, tu es obligé de faire la comparaison. Voilà, l'iPhone 16 Pro Max, qui est un bon téléphone, mais qui n'évolue pas depuis des années, en fait, et qui a des petites évolutions incrémentales. Voilà, on va pas s'émerveiller pour un bouton tactile, tu vois ce que je veux dire. 4 nouveaux micros. Et d'un autre côté, tu as Huawei dans son coin. Il ne fait que 1 000 €.
Non, le ça, 16 c'est Pro le moins Max, il fait cher, pas ça. 1000 euros. Hein. Non, le 16 normal, il démarre à 900 euros. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui. Mais si tu prends le 16 Pro Max, t'es Non, au mais je double. plaisante, c'est bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que 24 heures après, Huawei sort un truc qui a 10 ans d'avance. C'est ça. 10 ans d'avance sur Apple. Ouais. Voilà. Et Apple ne murmure même pas l'idée, ne caresse même pas l'idée de sortir un jour un pliant. C'est ça qui est Ouais, mais ça, je suis pas d'accord, parce que on en revient toujours à la même chose. Ok, il suffit pas de faire une performance matérielle, hardware, pour avoir un produit qui, au quotidien, va te convenir aussi bien qu'un iPhone ou d'autres smartphones d'aujourd'hui peuvent te Vous êtes en convenir. train de parler du Pixel. Ah, parle-nous de toi, du Pixel, alors. Non, mais C'est c'est ton juste que... chouchou maintenant, le Pixel. J'écoute ton commentaire, Jérôme, et c'est à ça que ça me fait penser. Puis les gens de Google, ils revisitent vraiment l'appareil d'année en année. Et là, eux, il y a Ils ont sorti un Fold. Exactement. Puis eux, ils ont en plus l'intelligence artificielle embarquée là sur l'appareil. Et ça ne prendra pas un an avant que les francophones puissent l'utiliser. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Non, mais c'est ça, tu sais. Donc, mais je trouve plus scandaleux. Non, mais Apple pour Apple, à chaque année, c'est la messe. Et tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont obligés de faire le waouh. Alors qu'à un moment donné, regarde, c'est un peu décevant. Et là, je ne veux pas pisser sur la parade, mais il faut attendre c'est encore. joli comme expression. Pisser sur la parade. Mais là, il faut attendre. Je n'aimerais pas être dans la parade. Tu connaissais, François? Non. OK. Vas-y, Bruno. Je peux y aller, là? Ouais. Oui. Ça, c'était votre aparté, merci. Donc, je reviens avec ma parade. Et c'est ça. Le problème, c'est qu'Apple, il y a comme une obligation, mais c'est jamais des grandes surprises. Ça fait longtemps qu'on a eu une grande surprise. Et parallèlement à ça, il y a des pixels de Google qui sortent année après année. Et eux, moi, j'ai l'impression qu'ils travaillent pas mal plus fort. Oui, mais les pixels, il y a quoi? Il y a 100 000 utilisateurs dans le monde. Oh, t'exagères. Non, mais je veux dire, en plus, c'est ça, c'est quand tu adresses une masse, comme la masse d'utilisateurs iPhone, quelque part, ça te paralyse. Tu peux pas beaucoup évoluer, en fait. Oh. C'est paradoxal, mais tu vois, tu peux pas tout réinventer du jour au lendemain. Non, mais je trouve que, on aime beaucoup Apple. Hein. Moi, je suis un utilisateur de certains produits, etc. Et en fait, quand je gueule contre Apple, c'est parce que j'aimerais qu'ils aillent plus loin, mais je trouve qu'ils sont un peu paresseux ces dernières années. Tout à fait. Ils se complaisent dans leur succès qui est presque comment dire, qui est presque gênant, surfait. quoi. Non, mais c'est pas ça. Non, C'est pas presque surfait, exagéré. c'est ça. Ils sont voilà, ils sont paresseux. Voilà, et je n'arrive pas à trouver. Ils se complaisent dans ce succès, et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'ils pourraient maintenant, la technologie du pliant est prête, ils pourraient s'y mettre. Alors voilà, on peut se dire, allez, alors moi je suis en train d'espérer, de me dire, ah tiens, 2027, ça sera les 20 ans de l'iPhone, peut-être que pour les 20 ans de l'iPhone, ils sortiront un truc un peu waouh, parce qu'ils en auront peut-être marre de sortir un téléphone qui aura 1 mm de plus sur le côté et un bouton supplémentaire à droite, peut-être qu'ils sortiront quelque chose de nouveau, tu vois. Et je me dis, je caresse l'idée qu'en 2027, c'est dans 3 ans, on aura peut-être un pliant. Bon. On verra. Et on passe à autre chose tout de suite. Bon, les amis, vous savez qu'on a un problème. C'est vrai. Ici encore, on n'en avait qu'un. C'est exactement le point. Hein. Non, mais vous savez pas de quoi je vais parler. Je parle plus du tout d'iPhone, d'Apple, etc. C'est notre problème, ça. On ne sait pas de quoi tu vas parler. On ne sait pas. Non, on va le savoir. On a un gros problème, c'est l'intelligence artificielle. Ah oui, ça, c'est un vrai problème. Ouais. Alors oui, c'est un problème parce que d'abord, ça commence à rendre les gens un peu fous, mais surtout, c'est en train de nous bousiller tous les efforts qui ont été faits en matière de respect de l'environnement. Est-ce que vous avez vu donc cette étude qui annonce, c'est pas une étude scientifique, c'est une enquête d'investigation journalistique britannique du site du média The Guardian, qui explique que en réalité l'impact environnemental et les émissions de CO2, pour être précis, des GAFAM du fait de leur data center, était en réalité 8 fois plus élevé que ce qui est annoncé. Et ce sont des centaines de millions de tonnes de CO2 qui sont générées par ça, etc. Et il y a même un autre chiffre, puisqu'on est dans les chiffres, et ça me fascine, ça me scotche. Une requête sur ChatGPT consommerait l'équivalent de 3 bouteilles d'eau.
Alors, c'est ce qu'on dit, ouais. Ouais. Alors pourquoi 3 bouteilles d'eau? Parce que les data centers sont refroidis avec de l'eau. Et les chiffres, on peut toujours les discuter. Ouais, mais est-ce que c'est exact? Tout ça pour dire que visiblement, l'IA a un impact environnemental du fait des data centers qui est absolument hallucinant. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'on se prend le problème en pleine gueule parce qu'on continue malgré tout à construire des data centers. On a énormément et plus que jamais besoin de l'IA. On va y aller toujours plus vite. Et on est en train, j'ai l'impression, de se prendre ce mur, en fait, du problème environnemental lié à l'IA. Oui, et puis on va à la fin, hein, parce que quand tu vois la surenchère, la compétition qu'il y a entre tous les géants dans ce domaine-là, qui enchaînent milliards sur milliards en faisant la fortune de Nvidia et qui investissent des milliards dans ces data centers avec de plus en plus de puissance. Parce qu'il y a cette compétition aussi, qui va faire la meilleure intelligence artificielle, qui va arriver à la commercialiser, parce que c'est aussi un problème, cette histoire-là. C'est que toute cette IA que tout le monde fabrique, est-ce qu'elle a un modèle économique? Pour l'instant, c'est pas sûr. En plus. C'est pas sûr, tu vois. Voilà, moi je souhaite que Mistral, par exemple, qui est notre pépite française, qui dépense beaucoup d'argent dans des modèles et dans des entraînements, etc., demain puisse véritablement créer de la richesse. Mais il y a encore des questions sur ce sujet-là. Donc, on n'en est qu'au début, Jérôme. On n'en est qu'au début. Et cette étude, tu l'as refait dans 2-3 ans, ça va être vraiment effrayant, je pense. Ah bah oui, parce qu'on estime que dans 10 ans, on produira, nous, l'humanité, 50 fois plus de données qu'aujourd'hui, chaque année. Parce que c'est nous, hein, toutes les petites requêtes qu'on fait à droite à gauche, tout ce qu'on produit et tout. Voilà. Est-ce que c'est un sujet qui est sur la table de ton côté, Bruno, au Canada? Tout à fait. Je pense ce mois-ci, j'avais lu un article qui était d'un quotidien américain qui racontait comment il y a une réaction de ce temps-ci. Vous savez, il y a tous les centres de données qui sont en train d'aller s'installer en Arizona parce qu'ils ont le soleil, donc ils profitent de l'énergie gratuite. Sauf que de l'autre côté, en Arizona, c'est pas vraiment là où on trouve les plus grands lacs aux États-Unis. Et il y a un problème, c'est que les communautés où ils vont s'installer, du jour au lendemain, ces communautés-là réalisent que pour rafraîchir les centres de données, ça prend de l'eau. Et de l'eau qui se consomme, pas du restant de la consommation du village, là. Et donc, là, il y a des grandes contestations qui sont faites parce qu'il y a carrément des communautés qui se disent, non, là, vous êtes en train de prendre notre eau à boire pour refroidir vos équipements, alors ça ne fonctionne pas. Mais de l'autre côté, François, je vais rebondir sur ce que tu disais sur les modèles économiques. Moi, ce mois-ci, c'est la première fois que j'ai vu un gros joueur, je parle de Salesforce, qui a eu sa messe là, ce mois-ci avec tous ses bons clients, pour leur dire, écoutez, nous, on voit qu'il va y avoir une diminution de clientèle parce que, avec l'IA dans les bureaux, il y a des gens qui vont perdre leur boulot. Alors, nous, ce qu'on va faire, à compter de maintenant, on va vous offrir le service d'agents intelligents, donc c'est leur IA à eux, mais ils vont vous faire payer 2 $ la requête. Ça, c'est la première fois que... On parle de modèle économique, c'est la première fois... On change de modèle. Exactement. Wow. Mais donc, c'est du pay-per-use, comme Shakespeare dirait, mais c'est la première fois que je vois une offre proposée à une entreprise en disant, tu peux aller laisser ton personnel humain. Moi, je vais t'offrir une machine qui va être capable de faire, de gérer des agendas, qui va être capable de gérer ton service à la clientèle. Et chaque fois, ça va être 2 $. Alors, tu ne payes pas à la semaine ou au mois, tu paies à l'usage. Wow, c'est impressionnant, ça. C'est violent, hein? En plus, c'est pas donné. Non. Mais enfin, je ne sais pas si vous êtes abonné. Vous êtes abonné à ChatGPT, tous les deux? Alors moi, j'ai résilié mon abonnement récemment, mais je le reprendrai peut-être, mais voilà. Je ne sais pas si tu as vu, Bruno, mais typiquement, le O1... en France, c'est un petit peu disponible, mais un petit peu. C'est-à-dire que tu as droit à quelques... en payant, hein, tu as droit à quelques requêtes de temps en temps. Et au bout d'un moment, quand tu dépasses le nombre de requêtes, on te dit, vous êtes puni de O1, vous allez passer au 0,1, par exemple. Enfin, je ne sais plus lequel, un peu plus traditionnel. Et à ce moment-là, on vous dit, jusqu'au 28 septembre, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous pourrez l'utiliser à partir du 28 septembre, 10h du matin. Ah oui, même quand tu es abonné payant. Même quand tu es abonné payant. Mais ça, François, c'est intéressant parce que je l'ai entendu de la part d'abonnés européens, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, ça ne m'est pas encore arrivé. Pourtant, je l'utilise beaucoup.
Et ben voilà. Écoute, tu vois, il y a encore une fois 2 poids 2 mesures. On n'a pas le même traitement. Alors pourquoi ? Parce que je sais pas. Est-ce qu'il y a moins de puissance de ce côté-ci de tu vois, de l'Atlantique ? Est-ce que je sais pas. Franchement, peut-être que ils privilégient le continent américain et que comme peut-être ils font ça un peu à titre de test. Donc ils font ça par plaque géographique, etc. Pour voir un peu. François, tu l'utilises vraiment trop. C'est du A/B test. Alors pour te dire, c'est pas moi, c'est ma compagne qui l'utilise pas mal. Mais moi, de temps en temps, je le vois. Et effectivement, c'est de temps en temps, tu vois, tu as dépassé ton quota. D'ailleurs, tu passes en mode en mode dégradé, quoi. Ouais. Mais c'est drôle parce que pour nous, si jamais ça devait arriver comme ça, maintenant, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, toutes les compagnies de téléphone maintenant annoncent l'illimité. Ça fait quelques années maintenant, mais à un moment donné, mais dans les faits, un certain quota de vraiment haute vitesse, et puis à partir d'un chiffre magique, pouf, tu tombes en très basse vitesse. Alors oui, c'est limité, mais c'est pas la même qualité. C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire avec l'IA. Et moi, je suis persuadé que ChatGPT va proposer un autre abonnement plus cher. Si tu veux, pour différencier effectivement les utilisateurs ultra premium qui veulent tout de suite et tout le temps, et ceux qui sont prêts à payer un peu et avoir quelques avantages, peut-être des fonctionnalités en avant-première, mais pas tout le temps. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que OpenAI, et on le voit avec Sam Altman, qui doit lever beaucoup d'argent, il va falloir qu'il fasse rentrer de l'argent dans la caisse. Et voilà, ça va être intéressant de voir quels vont être les modèles économiques d'OpenAI. C'est pour ça qu'ils nous vendent du rêve régulièrement en nous annonçant la super IA. Il y a eu plein de choses. Vous avez vu en plus l'IA vocale, là, le chat vocal qui est déjà arrivé en théorie. Et je crois au moment où on enregistre ce podcast, c'est aujourd'hui que ça doit être disponible. Pas en France apparemment. Pas en France en plus. Pour des raisons mystérieuses. Voilà, encore une fois, 2 poids 2 mesures. Mais c'est intéressant de voir là aussi que la voix devient une nouvelle interface. Et en plus, optimisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps de latence, ça écoute ce que vous dites, c'est multimodal. C'est ça qui est fort. Je ne sais pas si vous aviez vu la démo là, d'OpenAI, mais vous montrez... je ne sais pas moi, un animal à ce chat GPT vocal, il va pouvoir réagir, dire il est trop mignon, j'ai reconnu c'est un berger allemand, c'est un bébé, etc. Moi j'ai vu un truc incroyable qui ouvre une perspective de dingue. J'ai vu un truc génial avec le GPT vocal, là, avec ChatGPT, c'est quelqu'un qui accorde sa guitare. Je l'ai reposté d'ailleurs sur X. Et il accorde sa guitare en interactif, si tu veux. Alors, il joue la première. Tu sais, la guitare, c'est mi, la, ré, sol, si, mi. Donc, il joue le mi, bim, bim, bim. Il dit non, là, c'est un peu trop bas. D'accord, je remonte. Mi, mi. Non, là, c'est un peu trop haut. Ah, là, c'est parfait. Allez, on passe à la suivante. C'est incroyable. Donc, l'oreille de l'IA. L'oreille de l'IA, l'oreille parfaite de l'IA. Exactement. Incroyable. Et voilà. Et après, ça sera le piano. Ça va être beau, ça. Et tu sais qu'accorder un piano, ça coûte une fortune. Ben oui. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui a l'oreille parfaite qui vienne, etc. Mais demain, si tu as un appareil qui te dit... oui, mais le piano, il y a une autre difficulté, c'est que il faut savoir le faire, quoi. Il faut un machin, il faut mettre le... il faut prendre la clé, etc. Jérôme, si tu économises beaucoup d'argent, tu vois... Tu fais ton abonnement de ChatGPT, puis tu te paies la clé. Enfin, voilà. Mais pour vous montrer jusqu'où ça va. Mais François, tu as fait un segment, comme dirait Bruno, vachement intéressant il n'y a pas longtemps sur Tech & Co avec Luc Julia, sur l'IA. Il y avait Luc Julia, c'était top. Luc Julia, Yves Maître et Michel Lévy-Provençal. C'est tous les trois puisque vous venez débriefer dans Tech & Co. Et c'était vraiment très 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 bien. Franchement, je vous invite à retrouver, donc le replay de l'émission de mardi dernier. Donc mardi 24 septembre. Et bon voilà, Luc Julia, Yves Maître ont été incroyables. Parce qu'eux, ils disent quoi ? Ils sont sur la ligne... oui, on va avoir l'IA qui sait tout faire, ou bien on l'aura jamais, ou alors on l'aura et ce sera très dangereux.
Déjà, ils disent que c'est pas gagné pour OpenAI. Après, je vais pas tout vous raconter parce que franchement, ça vaut le coup de l'écouter. Et je le raconterai moins bien qu'eux, c'est surtout pour ça. Hein. Mais en gros, ils disent que OpenAI est peut-être en train de terminer de manger son pain blanc. Parce que quand Google et Apple arriveront au niveau d'OpenAI, OpenAI va avoir un handicap, c'est qu'il n'a pas l'écosystème. Et c'est ce que disaient en fait Luc Julia et Yves Maitre, c'est que demain, Apple a un niveau d'intelligence artificielle d'OpenAI avec toute notre data, nos mails, nos SMS, nos situations, enfin notre géolocalisation, nos habitudes, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, quand est-ce qu'on prend notre téléphone, ce qu'on fait, etc. Toute cette data, OpenAI ne l'a pas. Attention, François. Avec Apple Intelligence, ils l'ont sur les iPhones. Oui, mais je me demande, s'ils auront accès à ça. Non. Même si... Apple nous promet que non. Je pense qu'ils vont offrir la possibilité aux gens de faire le pont entre les deux, d'ouvrir la passerelle. Ouais. Parce que n'oubliez pas que ChatGPT sur iPhone, certes, va arriver, mais ce sera quand Apple Intelligence ne pourra pas répondre à la question, il fera appel à ChatGPT. Donc, après t'avoir demandé ton avis. Et après avoir, pas ton avis, ton autorisation. Oui, ton autorisation. Tu vois Donc, et en fait, c'est ce que disaient Yves et Luc, c'est que Google a un avantage, c'est qu'il a l'écosystème. Ils ont tout de nous, avec les mails, avec nos documents, ce qu'on surfe, ce qu'on va voir sur Internet, etc. Ils ont la data. Apple a la data aussi. Donc, ils pourront nourrir leur intelligence artificielle. Alors qu'OpenAI, finalement, ils ont que l'IA. Et ils n'ont pas la data. Et eux disaient que le problème, ça va être ça. Ça va être quelle va être la réaction d'OpenAI pour s'ouvrir et essayer de récolter de la data. Mais notre data, parce qu'avoir de la data de Madame Michu, ils en ont plein déjà. Mais c'est pas intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand tu vas rentrer dans ta voiture, que ton iPhone sache que tu es dans ta voiture et qui va dire ah bah tiens François, tu viens de recevoir 2 SMS, est-ce que tu veux que je te les lise? Il y a celui de ta mère et celui de Jérôme, machin, etc. Ou bien tiens, la dernière fois tu es allé manger à cette pizzeria, tu vois des trucs que OpenAI n'aura pas en fait. C'est ça qui est fort. C'est vrai, ils ont ce problème-là, pas de data, et ils n'ont pas d'autres business lucratifs. Bon, mais c'est là où je veux vous amener. François et Jérôme, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le bidule qui est en train d'être développé par Johnny Ivey et Sam Altman, bidule mystérieux... Mais c'est vrai ça, ou c'est bullshit? Il a démenti, non? Johnny Ivey a l'air de dire oui. Alors, justement, encore une fois... Ils ont eu du financement. Hein. C'est la veuve de Steve Jobs qui... On a évoqué ce sujet avec Luc Julia et Yves Maitre. Luc connaît Jonathan Ive et me dit que tout sympa qu'il est, il n'y comprend rien en tech. En fait, c'est un excellent designer, mais la tech c'est pas son truc en fait. Et il me dit voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va faire Jonathan Ive avec Sam Altman? C'est quoi, un nouveau produit? Mais franchement, eux, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Mais j'ai hâte de voir. Moi. Ouais, François, pendant qu'on est dans tes bons coups, je ne sais pas si c'est le 19 ou le 20, mais je voulais absolument te remercier et saluer l'entrevue que tu as faite avec Joël Pinault, la patronne de l'IA chez Meta. Ouais, super. Oui. Et d'ailleurs, tu m'as devancé parce que tu l'avais eu en interview quelques jours avant, je crois. Mais grande chercheuse québécoise en IA. C'est ça. Hein. Je resitue Joël Pinault, c'est une chercheuse québécoise en IA. Ouais. Et qui dirige c'est la recherche des centres de recherche de Meta. De Meta, exactement. Oui, à travers le monde. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait avec... en tout cas, ce qu'elle a dit sur ton plateau. Là. Ouais, c'était hyper intéressant. Ouais. Et je trouvais qu'en plus, pour tout vous raconter, c'est vrai que la plupart du temps, quand on interviewe ces porte-parole français de boîtes américaines, on le sait, c'est assez langue de bois, ils n'ont pas énormément de liberté d'expression. Et elle, franchement... elle, c'est une chercheuse, c'est pas une commerciale. Voilà. Et bien voilà. Mais tu vois, quand je lui pose la question de savoir est-ce qu'ils n'ont pas été surpris de s'être fait damer le pion par OpenAI, et qu'elle dit bah oui, franchement, OpenAI nous a surpris, ils ont été meilleurs que nous sur certains trucs et tout, ça fait plaisir, tu vois, parce que c'est pas les discours qu'on a habituellement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que derrière, tu avais l'attaché de presse en régie qui était là en train de... qui devait se mordre les doigts.
Bah, écoute, ça c'est son problème. Moi, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais ça c'est sûr. Voilà, on moi, fait notre job. Vu de ton point, je préfère être. Voilà, je suis de ton côté. Hein. C'est vrai que c'était intéressant. Moi, j'étais surpris de la liberté d'expression. Merci beaucoup, Bruno. Mais c'est vrai que j'ai été surpris aussi de sa liberté d'expression. C'est cool. Et sinon, est-ce que vous avez testé les nouveaux joujoux? Vous avez testé des trucs nouveaux là en IA ce mois-ci? Il y a le truc d'Adobe qui est arrivé, Firefly qui fait des vidéos. Ouais. Mais je crois qu'il n'est pas encore ouvert au public. Non. Vous avez essayé des trucs sympas récemment? Pas à ma connaissance, pas à mon souvenir. Attends, je réfléchis, mais je vois pas. Je sais que toi, tu es un adepte de cette IA qui est pourtant, comment dire, un peu honteuse. C'est Grok. C'est Grok de X. Et moi, je suis d'accord avec toi. Mais moi aussi, je me suis mis à l'utiliser pour faire des images. C'est incroyable. Ouais. C'est mieux que DALL-E. C'est beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir. On est vraiment 2 crans au-dessus, là, au niveau de la qualité. En termes de qualité et en termes de ce qui peut te sortir, puisqu'il a moins d'interdits. En fait, il peut te faire des images même de personnes célèbres, etc. Ouais. Ce que les autres ne sont pas très enclins à faire, en fait. Ah non, il n'est pas chatouilleux par rapport au copyright. Non, il s'en fout. Voilà. Oui, c'est ce qu'on dira. Il y a quand même des interdits, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, là. Mais au niveau du copyright, donc ça permet d'avoir une certaine flexibilité dans la création. Ça, c'est... moi, j'ai vraiment laissé, pour être transparent, j'ai laissé tomber tous les autres que j'utilisais. Et essentiellement, quand j'ai besoin de faire une image, je vais sur Grok. Mais évidemment, je suis un utilisateur payant de X, là, et ça me permet d'accéder à Grok 2.0. Toi, tu utilises? Non. Grok, non. Non, tu fais pas de dessin, toi. Tu as passé l'âge de faire des images. Non, mais j'ai eu la chance d'interviewer le fondateur de Grok, le CEO, il y a quelques mois de cela, qui était venu à Paris, et c'est quelqu'un de super intéressant. Enfin, voilà. Tu parles bien du Grok de X, parce qu'il y a 2 Grok. Il y a le Grok qui fait les processeurs. Alors moi, je parle du Grok de l'autre. Voilà, d'accord. Je pensais que vous parliez du Grok... non. Du Grok de... Non, toi, c'est le Grok avec un Q. Là, on parlait du Grok avec un K. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, ça pose un problème, cette histoire-là. Ces 2 Grok qui sont sur le même segment de l'IA. Le même marché, et le fondateur de Grok... ils font pas la même chose. L'un fait des puces, l'autre fait des dessins. Oui, mais... Pour résumer. Oui, mais c'est plus près que Apple qui faisait des disques et l'autre qui faisait des ordinateurs. Tu vois, on est dans le même secteur. Et le patron de Grok, qui n'a rien à voir avec Twitter, je lui dis, mais ça vous embête pas que Elon Musk cite tout le temps Grok comme ça? Il me dit oui, je lui ai parlé gentiment, il ne m'écoute pas, mais je lui ai fait comprendre que en fait on avait déposé le nom avant, qu'on était sur le même secteur et qu'il allait être obligé de changer parce qu'autrement on va aller l'attaquer en justice. C'est ce qu'il avait dit. Parce qu'au bout d'un moment, il sent lui-même que ça pose un problème. Il y en a un des deux qui va être obligé de changer de nom, de toute façon. Et même un problème réputationnel, c'est même plus une question de marque de commerce. Là, parce qu'il n'y a que nous qui savons qu'il y a 2 Grok, en fait. Pour la plupart des gens, ils vont... L'autre est plus B2B que B2C, celui que le Grok avec un Q. Pour l'instant. C'est sûr. Bon... écoutez, j'allais dire on s'approche de la fin, mais non, on n'est pas encore à la fin. Je ne vais pas vous libérer tout de suite parce qu'il y avait d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'actu du mois qui vous a marqué? Moi, j'avoue que ce qui m'a marqué, c'est le fait que vous soulignez les 10 ans de Netflix en France. Alors oui. Probablement parce que je ne suis pas touché du tout. Mais je me suis dit, mais pourquoi ils font autant de bruit autour des 10 ans de Netflix en France? Alors, c'est vrai, écoute, ça. Mais alors moi, je me sens visé parce que j'ai fait une émission spéciale. Oui, toi, tu en as fait une complète, là. Mais partout, c'était partout. Oui, mais parce que... alors peut-être de ton côté, ça n'a pas été aussi flagrant, mais Netflix, il y a 10 ans, a complètement changé la manière dont les Français ont regardé la télé. Parce que vous aviez Canal+ avant. Oui. Pour le cinéma. Oui. Mais, si tu veux, on n'avait pas autant de choix que vous en termes de contenu de qualité. Nous, avant, pour VOD, avoir des séries... De SVOD, surtout. Voilà, pour avoir des séries, tu n'avais pas le choix. Soit tu attendais, soit tu payais 20 € la saison, ce qui était débile pour une série, tu vois, soit tu piratais. Je suis désolé, mais c'était comme ça. Et tu piratais parce que tu n'avais pas le choix.
parce que si tu voulais avoir la saison 2 de ta série préférée, t'avais pas envie d'attendre un an qu'elle passe sur M6 pour pouvoir la regarder, tu vois. Et en fait, Netflix a apporté d'un coup tout ce que vous étiez en train de mettre en place, je pense, aux US depuis pas mal de temps. Et ça a changé la manière dont on a tous regardé la télé, tu vois. Le binge-watching, des contenus, cette sensation de buffet à volonté, si tu veux, tu sais, de contenu infini que tu peux scroller et tu choisis ce que tu as envie de voir, des séries, des films, des docs, etc. Ouais. Donc c'est vrai que ça a changé pas mal de choses et puis c'est un sujet aussi qui intéresse les gens. Ah bah ouais. Et c'est pour ça que moi je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire une émission là-dessus et ça a super bien marché. Parce que j'ai une porte-parole de Netflix France, et puis après parce qu'on a débriefé, tu vois, sur ce sujet, et c'était intéressant. Je trouvais ça intéressant. Mais c'était intéressant. Moi, je l'ai regardé au complet, mais je me demandais pourquoi. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est parce que il y a eu un avant et un après dans le divertissement à la télévision avec l'arrivée de Netflix. Ouais. À l'époque, quand ils sont arrivés, c'était pas du tout la situation qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toutes les plateformes, on a du Amazon Prime qui était pas là. Aujourd'hui, il y a du Paramount, il y a du même Canal qui, comme tu le disais, occupait ce terrain-là. Et ils se sont un peu réinventés, ils se sont rajeunis, ils ont fait des efforts. Canal, enfin c'est Canal Play, c'est ça, c'est l'homme de VOD, hein. My Canal, voilà. Donc ça a bousculé quand même vachement l'écosystème. Hein. C'est rigolo. Et François, rappelle-toi, on était à la soirée de lancement de Netflix en France. Oui. Tu te souviens? Très bien. Hein, c'était sur les bords de Seine. Il y avait des vedettes. Sous un pont, là. Sous un pont, ouais. Et c'était étonnant parce que, effectivement, nous, ça nous intéressait parce que Netflix commençait quand même beaucoup à buzzer aux États-Unis. Ils avaient bien révolutionné les trucs. Il y avait l'histoire, ils avaient abandonné le DVD pour passer à la vidéo en ligne et à de la vidéo, comme dit François, à profusion. Donc, il y avait déjà ce truc. On savait que ça existait, ça nous faisait rêver. Et le fait que ça arrive en France, c'était un peu, voilà, enfin, on va être servi, quoi. Et puis, l'aspect un peu technique, moi, il y a eu un avant et après Netflix. Tout à fait. Netflix a apporté la 4K, a démocratisé la 4K en France. Avant, tu n'avais quasi pas de 4K. Là, d'un coup, ils sont arrivés avec des contenus en super qualité, avec un son et une image qu'on n'avait pas directement sur une télé connectée, tu vois. C'est ce qui a, moi, poussé à m'offrir une télé 4K, tu vois, parce qu'avant, il n'y avait pas de contenu 4K. Ouais. Netflix l'a apporté. Et puis, c'est une boîte d'ingénieurs, Netflix, avant tout. C'est eux qui ont... c'est l'algo de recommandation qui est quand même qui était révolutionnaire. Le streaming, moi je me souviens, j'ai eu la chance de discuter avec Reed Hastings qui m'expliquait que leur obsession à l'époque, alors moins maintenant parce que le haut débit commence vraiment à s'installer partout, mais il y a 15 ans quand Netflix a été lancé aux États-Unis, le haut débit n'était pas partout. Et eux, leur obsession, c'était de faire passer avec le moins de débit possible, une qualité d'image la meilleure possible. Et ils y sont arrivés. Ça me fait penser un peu à la lubie du patron de Spotify. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lui, il voulait que dès qu'on appuie sur la chanson, elle parte. C'était ça, son obsession. Il lâchait pas les ingénieurs. À l'époque, il voulait que dès qu'on appuie, ça parte. Et il voulait gagner des dizaines de millisecondes. Et Netflix, c'était pareil avec la vidéo. Il voulait que tout parte tout de suite et que, même si tu avais une connexion dégueulasse, tu puisses avoir une qualité d'image très bonne. Ça, c'est vraiment, si tu veux, c'est presque plus important que le reste chez Netflix. C'est vraiment leur technologie. Mais à cette époque-là, François, quand ils étaient justement à jauger et à maximiser les demandes, moi je me souviens d'avoir fait un reportage à l'époque et on était capable de montrer que Netflix utilisait tellement, ils poussaient la machine au maximum, ils utilisaient la moitié de la bande passante disponible sur le continent. C'était fou, là. Oui. C'est dingue. Ouais. Incroyable. Et pour l'anecdote, je vous dirai, je ferai... un mea culpa. J'ai encore 4 DVD de Netflix que j'ai jamais tourné. Que t'as pas rendu? Oh, le vilain! Mais je les ai contactés puis ils ont dit non, vous pouvez les garder. Mais quand même. Oh, c'est mignon. Ils sont très sympas. Ouais, c'est cool. Mais voilà pourquoi. C'est une belle boîte. Ouais. Mais et après, pour boucler Netflix, moi je pense que c'est comme Uber, quoi. C'est le truc, quand il est arrivé, qui a totalement refondu leur marché. Ouais. Ils ont réinventé le marché de la vidéo. Mais tu vois, à Paris, Uber, c'était, je pense, la deuxième ville. Parce qu'il y avait eu San Francisco,
où ça fonctionnait. Parce que le fondateur d'Uber a eu l'idée à Paris. À l'époque, c'était le Web 3. Exactement. Et c'est là où ça... Qui était organisé par Loïc Lemeur, on s'en souvient, hein, Jérôme, on se tapait le Web 3 chaque année. Et il avait invité le patron d'une boîte qui s'était dit, mais il attendait son taxi, tu vois, comme un con devant la route du Web 3. Il s'est dit, mais il faut que j'invente un truc qui me permette de commander mon taxi depuis une appli, quoi. Un truc tout bête. Ouais. Mais le mec, il a eu l'idée qu'il fallait au bon moment. La technologie était prête, finalement. Tu vois, les réseaux étaient là déjà, les smartphones existaient. Et puis voilà. Ouais. Mais c'était intéressant parce que ça, moi, je me souviens d'avoir été à cette édition où il était revenu avec les voitures noires qui permettaient aux participants de se promener. Et moi, ça a été ma première rencontre. J'ai pas eu besoin d'aller à San Francisco. C'était à Paris, l'année d'après, où les voitures étaient là. J'avais trouvé ça vraiment impressionnant. Ouais, ça fait un moment à web. Sacré séisme, ça aussi, hein. Même au niveau social, hein. Les taxis qui voulaient les taxis, ils n'ont pas apprécié, mais le client a clairement, lui, il a aimé tout de suite. Hein. Ouais. Il y a un autre anniversaire dont on reparlera peut-être le mois prochain, parce qu'il va avoir lieu le mois prochain. C'est les 30 ans de Netscape. Le 13 octobre, Netscape aura 30 ans. Enfin, voilà, ça aurait été la naissance de Netscape. Est-ce que ça vous parle, ce truc-là? Je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens à qui ça parle tout à fait et d'autres pas du tout, parce que 30 ans, ça fait quand même... c'est une autre époque, hein. Bruno, toi, ça te dit quelque chose, ça? Moi, ça me dit quelque chose, parce que... C'est toute ta jeunesse. Je suppose que c'est ma jeunesse. Mais non, mais c'est ça, mais il y a 30 ans. Moi, ça fait 30 ans que je couvre la tech en 2024. Et moi, je me souviens très bien, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était avec Mosaic. Et je me souviens de Netscape qui dit, nous, on est arrivé, on a bonifié Mosaic, c'est une version commerciale. Et je me souviens, je l'ai quelque part dans mes tiroirs, la première version. Navigateur Internet, hein, on va le préciser. Oui, c'est important de mentionner. Voilà. Et donc, à l'époque, je l'avais reçu par la poste. C'était sur un CD-ROM, pardon. Et puis, donc, j'avais reçu ça, j'avais installé dans mon ordinateur, j'ai dit, oh, wow! Et donc, ça a changé l'expérience parce que, déjà, Mosaic le faisait un peu, mais on passait du monde textuel au mode graphique. Et Netscape, c'était la panacée, là. Avec Netscape, un bon modem 56K à l'époque. Non, t'es fou, 24K. 24K, pardon. Donc, tu mettais un quart d'heure pour t'afficher ta homepage, déjà. Ça, c'était cool. Mais tu sais que je me suis déjà fait engueuler par des auditeurs parce que au départ, c'était plus 12-200, là, mais à un moment donné, j'ai fait une émission spéciale et c'était pour... ça s'adressait à des chercheurs de l'Internet, de par la planète, et puis j'avais osé encoder mon fichier en 28.8 et j'avais eu des courriels qui étaient rentrés en masse en disant « Non, mais vous n'avez pas pensé à nous, on est seulement en 12-400 » ou je me souviens plus ce que c'était à l'époque. Mais à l'époque, c'était important parce que tu encodais pour un certain niveau et si tu n'avais pas le niveau, personne n'écoutait en dessous. Là, aujourd'hui, ça a bougé, là, ça fluctue. Mais non, c'était quelque chose. C'était la belle école. La belle Far West. Mais toi, tu l'as utilisé, toi, François, Netscape? Très peu, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé assez tardivement à m'intéresser à Internet. Je pense que ça devait être en 97, 98. C'était avec Explorer, j'imagine? Il y avait déjà Internet Explorer. Alors, il y avait un peu de Netscape encore, mais je suis arrivé plus tard. Moi, c'était déjà des modems 92, tu sais, 80, le truc... voilà. C'est juste avant les liens ISDN, ouais. C'est ça. Et après, il y a eu la DSL qui est arrivée en 2001. Moi, je me souviens, ma première connexion à DSL, ça a été... je me roulais par terre de plaisir, en fait. Parce que je passais de 56K à 512K. Vous vous rendez compte? Enfin, on faisait x10 d'un coup. Ah, mais c'est ça. À chaque fois, Et après, il y a eu la fibre. Ah ben là, il y a eu la fibre. C'est un saut quantique, c'est une blague familiale chez moi. Je vais vous raconter une anecdote familiale personnelle. Un jour, je rentre à la maison et je dis à ma femme, grande nouvelle, très grande nouvelle, etc. Elle me regarde, me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as gagné au loto, voilà. On va avoir la fibre. Ils ont installé la fibre dans l'immeuble. Et c'est vrai que moi, j'étais comme toi, François, j'étais sur un petit nuage, mais voilà, c'était une émotion qui n'était pas tout à fait partagée. En fait. Oui, mais ça, je comprends, je sais ce que c'est. Je comprends tout à fait. Mais après, quand ça marche pas,
Mais après, quand ça marche pas, ces mêmes personnes te disent il n'y a pas de Wi-Fi, qu'est-ce qui se passe, ça rame. Ouais, c'est là où les enfants sortent de la chambre. Tu sais, c'est quand t'as pas vu tes enfants depuis longtemps, tu coupes le Wi-Fi, tout d'un coup, mais ils ont l'air sympas finalement. Ils vivent finalement. Finalement, ils vivent. Voilà, Netscape, donc, qui a été racheté par AOL en 98 et qui a disparu en 2003. Ça n'existe plus. Netscape, c'est triste. Et si vous êtes nostalgique, vous allez faire un tour sur goulielminetti.com et j'ai gardé l'archive du site Radionet que j'avais fait il y a 30 ans et c'est optimisé pour Netscape 1.0. Génial. Il y a la mention en bas, c'est drôle. Ah ben voilà. Bah écoute, on va finir là-dessus. Voilà, des choses que vous n'entendrez dans aucun autre podcast, quand même. Des souvenirs de pionniers du numérique. Je sais pas si c'est bien, ça. Ah, écoute, ouais, bien sûr. Oh, ouais. Ça fait du bien. Merci, les amis. François Sorel. Merci de l'invitation. Salut, François. François, on te retrouve dans Tech & Co tous les soirs, n'est-ce pas? Et si vous voulez écouter Jérôme dans Tech & Co, ça sera l'émission du mercredi soir, donc du 25. Voilà. Donc, et puis Bruno, toi, on te retrouve tous les jours dans Mon Carnet, le podcast, et dans 120 secondes de tech. Ouais, ça c'est quand je suis pas à Nashville avec François, mais ça c'est une autre histoire. On en parlera le mois prochain. Morceau, Nashville, on l'avait pas dit au début. Donc c'est à Nashville que vous allez passer votre lune de miel, c'est ça? On vous racontera tout ça en temps et en heure, les amis. On fera une vidéo en direct du studio. Là. Ouvrez bien vos yeux et on en reparle le mois prochain. Ça va. Merci les amis, merci à vous qui nous écoutez, qui nous avez écoutés en podcast ou en vidéo sur YouTube, bien sûr. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, des petites étoiles sur les plateformes de podcast, c'est très important pour le référencement. Et puis vous pouvez nous écrire, communiquer via les réseaux sociaux ou bien via le site mondenumérique.info et abonnez-vous à la newsletter. François, Bruno, j'espère que vous êtes abonnés à la newsletter. Hein, mais bien sûr. De Monde Numérique. Évidemment. Moi, c'est là que je m'informe quotidiennement. Sinon, je serais... Salut. Ah, ciao. Ciao. Voilà. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises.